Lucie et ses meilleurs amis. L'éclaireur de terraformation Robot 746, ou ROB en abrégé, a été chargé de visiter des endroits du système solaire pour y déterminer le potentiel d'installation des humains. Bien que la Terre ait de nombreuses années devant elle, avant que la surpopulation ne devienne une préoccupation majeure, il est important de planifier longtemps à l'avance et d'examiner les options qui s'offrent à nous. ROB est donc le 746e robot à étudier ces options en profondeur. La terraformation, qui consiste à modifier l'environnement des planètes pour qu'elles ressemblent davantage à la Terre, peut prendre jusqu'à plusieurs siècles. Il faut donc procéder à des évaluations poussées pour déterminer les meilleures candidates. Il est important d'identifier les risques, les ressources qu'elles peuvent fournir et le coût que cela pourrait représenter pour les civilisations humaines. Un jour, des milliards de personnes auront non seulement besoin de nouveaux lieux où s'installer, mais aussi d'avant-postes et de dépôts de carburant pour s'aventurer plus loin dans l'espace. À mesure que des ressources précieuses seront identifiées dans tous les recoins, de nouveaux emplois se développeront dans de nombreux endroits du système solaire. Une nouvelle forme de ruée vers l'or aura lieu et divers types de ressources seront exploitées pour leur gain potentiel. Nous aurons besoin de plus de planètes que nous pourrons considérer comme notre maison en vue de cette nouvelle ère spatiale avancée. Tous les robots prédécesseurs de ROB ont échoué dans leur tentative d'examiner les planètes en raison de températures extrêmes, de problèmes gravitationnels et de divers autres éléments imprévus qui ont endommagé leur conception de qualité inférieure. Mais ROB a été construit avec un alliage révolutionnaire, le plastyle. Ce matériau nouvellement inventé, une fois construit, ne peut pas être endommagé. Son électronique est capable de résister aux radiations solaires. L'enveloppe extérieure de ROB peut absorber une chaleur si incroyable qu'il pourrait faire du surf sur le Soleil et rester fonctionnel. ROB commence sa mission sur Mercure, la planète la plus proche du Soleil et dont la surface ressemble à celle de la Lune. Des centaines de cratères se trouvent aux alentours, montrant les signes d'astéroïdes qui se sont écrasés au cours des millénaires. ROB progresse le long d'un vaste plateau de terrain lisse, de couleur brun grisâtre, et se retrouve sous une grande falaise de 1600 mètres de hauteur, s'étendant aussi loin que ses yeux robotiques peuvent voir. ROB n'a aucun intérêt à y passer la nuit, car une journée complète ici dure 58 jours terrestres. Actuellement, il fait une température chaude et humide de 426 degrés Celsius. Mais comme Mercure n'a pas d'atmosphère, la chaleur n'est pas retenue pendant la nuit et la température descendra jusqu'à -179 degrés Celsius. La gravité correspond à 30% de celle de la Terre, ce qui rend les sauts plus amusants et plus efficaces pour couvrir de longues distances. ROB sautille partout en calculant des données. Il évalue le champ magnétique, découvrant qu'il ne représente qu'1% de celui de la Terre. La courte distance qui le sépare du Soleil signifie que les vents solaires sont plus violents. Aucun être vivant ne serait capable de les supporter. Le champ magnétique est impressionnant pour la taille de Mercure, et pour pouvoir la terraformer, il faudrait le soutien d'un bouclier magnétique artificiel. C'est l'élément clé pour assurer la vie sur Terre, alors Mercure en aurait aussi besoin pour que son atmosphère commence à se développer. Avec une abondance d'oxygène et d'azote, Mercure développerait une atmosphère persistante. Pendant la formation de son atmosphère, de grandes quantités d'eau seront également ajoutées. Après une première destination facile, ROB arrive sur Vénus. Là, il se retrouve dans une atmosphère qui est l'exact opposé. Elle est saturée de dioxyde de carbone et d'épais nuages jaunâtres d'acide sulfurique se trouvent tout autour de ROB. Il est difficile de voir quoi que ce soit, mais ce qu'il peut distinguer est terriblement peu attrayant. Les températures ici atteignent 482 degrés Celsius. C'est assez chaud pour faire fondre le plomb. Mais les alliages qui composent le corps extérieur de ROB lui permettent de résister à cette épreuve et de poursuivre sa mission. La pression est 90 fois supérieure à celle de la Terre, ce qui équivaudrait à marcher à 900 mètres sous la surface de l'eau. ROB avance lentement et difficilement, mais ses articulations puissantes lui permettent d'avancer, se pliant et grinçant à chaque pas. Après avoir atteint un point de vue élevé, ROB observe et identifie une certaine beauté dans cette terre infernale, avec ses plaines vallonnées de couleur rouille, ses dizaines de volcans au loin et un flux de nuages de vapeur sans fin dans l'air. Les volcans semblent relativement calmes pour le moment, bien qu'ils puissent encore être actifs. Il est clair qu'il ne serait pas pratique de placer ne serait-ce qu'un avant-poste sur Vénus pour le moment. L'atmosphère est 100 fois plus épaisse que sur Terre.
Mais il y a des millions d'années, elle était très différente. Vénus avait peut-être autrefois une atmosphère saine comme celle de la Terre, mais avec le temps, le dioxyde de carbone n'a pas pu s'échapper et s'est constamment accumulé, réchauffant l'air jusqu'à aboutir à cet environnement dantesque qui persiste aujourd'hui. Pour terraformer Vénus, il faudrait d'abord la refroidir. Rob pense qu'un miroir géant pour refléter la lumière du Soleil pourrait éventuellement aider. Une fois que Vénus aura refroidi au point d'être complètement gelée, le dioxyde de carbone pourrait être extrait sous sa forme solide, puis transféré loin de Vénus pour être utilisé ailleurs ou rejeté. Cette procédure pourrait prendre des centaines d'années, car il y a beaucoup de dioxyde de carbone à éliminer. Puis, à partir de là, les miroirs solaires pourraient se retourner pour réchauffer Vénus jusqu'à ce que la température soit idéale, et d'autres éléments comme l'hydrogène pourraient être ajoutés. Ce processus devrait se poursuivre jusqu'à ce que la quantité de chaleur et la pression atmosphérique soient convenables pour que la vie se développe. Rob se dirige vers la planète la plus visitée du système solaire par les robots, Mars. Il avance, remarquant certains de ses compagnons tombés en panne il y a des années, partiellement recouverts de sable, oubliés dans les vastes déserts. Le sable, teinté d'oxyde de fer, rappelle à Rob les déserts de la Terre, bien qu'il fasse beaucoup plus froid ici, avec des températures descendant jusqu'à -62 degrés Celsius. Le cycle des jours ici est presque le même que sur Terre, mais la quantité de lumière du Soleil n'est que de 60% par rapport à notre planète. Alors que Rob se déplace en sautant grâce à cette gravité équivalente à seulement 38% de celle de la Terre, il jette un coup d'œil autour de lui. Au loin, il peut facilement remarquer Olympus Mons. Se dressant tout seul à 26 000 mètres de haut, c'est la plus grande montagne du système solaire, 3 fois plus haute que le mont Everest. Rob remarque la glace dans le sol et l'eau qui sommeille depuis l'époque où Mars n'était pas si différente de la Terre. Mais elle a perdu son champ magnétique depuis longtemps et les vents solaires l'ont dépouillé de son atmosphère. Tout comme Mercure, Mars aura besoin d'un nouveau champ magnétique artificiel plus puissant qui suivra constamment son orbite autour du Soleil, l'abritant et la protégeant comme un parapluie invisible. Une fois que son atmosphère aura la liberté de se développer, Mars sera réchauffé, en commençant par les pôles et en concentrant les rayons du Soleil avec des miroirs géants. En se réchauffant, l'énorme quantité de dioxyde de carbone gelé dans le sol se libérera, réchauffant l'atmosphère plus rapidement et donnant le coup d'envoi du processus atmosphérique. Se réchauffant au fil des ans, la glace finira par fondre, formant des rivières, des lacs et des océans. L'eau fournira les fondations nécessaires au début de la vie. On ne sait pas encore s'il y a suffisamment de dioxyde de carbone sur Mars, seul le temps nous le dira. Mais il y en aura beaucoup à disposition depuis Vénus si nécessaire. Si le projet est validé et que la Terre finance entièrement l'estimation de Rob, les premiers colons pourraient arriver et respirer de l'air frais sur Mars dans 50 ans. Rob passe ensuite par Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter. Aucune des géantes gazeuses ne peut être considérée comme une option de terraformation. Mais certaines des lunes qui les entourent pourraient l'être à l'avenir. Callisto, Europe, Titan, Io et Ganymède montrent toutes un grand potentiel, alors que Rob passe à proximité. Mais l'éclaireur devra revenir une autre fois, car il s'approche du dernier endroit sur la liste, la planète naine Pluton. La température sur Pluton est de -232 degrés Celsius. Rob passe en revue le paysage désolé. Il y a des vallées et des collines gelées tout autour, alors il n'a pas besoin de beaucoup de temps pour déterminer l'issue de Pluton. Il est techniquement possible de la terraformer, mais il faudrait une grande quantité d'énergie pour en réchauffer l'atmosphère. Au fil de centaines d'années d'alimentation constante en énergie, la glace fondrait, offrant une planète naine pleine d'eau. Si cela s'avérait être un succès, après des siècles de ressources mobilisées dans le processus, les colons auraient encore besoin d'un approvisionnement continu pour y vivre confortablement. Pluton reçoit 1/1600e de la quantité de lumière du Soleil par rapport à la Terre, donc toute plante à cultiver aurait besoin d'un éclairage artificiel. La quantité de ressources nécessaires pour terraformer Pluton serait un parfait gaspillage, sans parler du temps qu'il faudrait pour voyager depuis la Terre. Pluton serait bien mieux utilisé en tant qu'avant-poste minier. Cette eau glacée sera d'une incroyable commodité pour les endroits plus habitables. Rob est satisfait de l'examen de notre système solaire. En fin de compte, Mars est la plus probable de toutes les options. Mais étant donné qu'elles auront toutes besoin d'une longue période de développement avant d'être capables d'accueillir la vie, il n'y a aucune raison pour que le travail ne puisse pas commencer sur chacune d'entre elles.
même sur Pluton ou sur les nombreuses lunes entourant les autres planètes et la ceinture d'astéroïdes. Il y a des ressources précieuses dans toutes les sections de notre système solaire qui seront très utiles partout où nous, les humains, foulerons le sol.